Seconde. Un employé du service technique n'a pas serré un boulon de roue d'une voiture d'un seul tour supplémentaire une seconde, un tour, mais en route, en chemin, il se desserre et engendre un accident, une catastrophe, la mort. Un petit tour, une affaire d'une seconde prive de vie des dizaines de personnes. En avons-nous seulement conscience? Savons-nous quel est le prix d'une seconde dans notre monde? Pourquoi n'a-t-il pas effectué ce tour de plus? À quoi pensait-il à cet instant? Une autre seconde de notre monde n'a-t-elle pas influencé son action, ou plutôt son inaction? Telles les mosaïques des univers, elles se suivent les unes les autres, contenant en elles l'éternité et une plénitude absolue, engendrant le semblable depuis le semblable, créant tout à partir de rien et du vide, tout. Seconde. Elle est notre passé, notre avenir et notre présent en ce monde, tout est prédéterminé, chaque processus déjà consigné dans le livre de l'univers, que les anciens appelaient le livre du destin, tout y est calculé et mesuré depuis la création du monde jusqu'à sa fin. Si tu sais voir, alors bien avant que les événements ne se produisent, tu les percevras métaphysiquement, comme l'on peut calculer le mouvement d'une étoile dans l'univers, les processus du soleil, la trajectoire d'un objet. Lancé. Possédant la connaissance métaphysique, tu deviens le maître de toute matière et du monde matériel, car comprenant tous les processus inscrits dans ses fondations, tu peux les gouverner, et ainsi les contrôler. Ainsi, il devient aisé de déterminer non seulement les événements et processus objectifs à venir, mais aussi les subjectifs, ce que pense un homme et ce qu'il ressent. Si tu possèdes l'information contenue dans une seconde, dans tous les aspects, sphères et caractéristiques de l'être, il te sera donné de savoir ce qu'il y aura dans la seconde suivante, car tu verras les processus et événements engendrés par la seconde précédente. Notre monde est une combinaison mathématique d'une précision absolue, dont le code est accessible, mais tous ne possèdent pas la vision pour le percevoir métaphysiquement. Seconde. Mais qu'est-ce qu'une seconde? Comment en définir les frontières et en saisir l'essence? Cela est-il possible, alors que nous sommes à l'intérieur de ces limites, de ces espaces et confins? On ne peut la comprendre qu'en s'en arrachant comme l'homme dans la cale d'un navire, qu'il croit immobile dans sa conscience. Il ne peut saisir les processus matériels qui exigent son attention physique directe, car pour les comprendre, il faut quitter ce milieu qui en empêche la compréhension. Il en est ainsi du temps, pour en saisir la nature, il faut sortir hors de ses frontières. Voilà le fruit de la grande œuvre, la pierre philosophale, le contact avec l'éternel, la capacité de voir et de contempler. Ôter à ce monde le temps, supprimer ses unités de mesure, quelque chose changera-t-il en lui? Les processus cesseront-ils d'avoir lieu, comme la naissance et la mort, les marées, la succession des jours et des nuits? Évidemment non, mais nous, sans cette définition et notre propre interprétation de celle-ci, nous ne pourrons ni systématiser ni structurer notre vie. Le monde n'a pas besoin du temps, il n'est nécessaire qu'à l'homme, existant depuis des millénaires dans les limites de l'autemps. Nous, tels des poissons-hommes, n'en percevons pas la vraie nature, car elle est pour nous déjà une part du monde, chose transmise non seulement de génération en génération, mais aussi dans notre propre sens. Ce monde ne fut pleinement compréhensible que pour l'homme qui créa le temps, car lui seul savait ce qui existait avant cette création. Tous les hommes et les générations suivantes, ainsi que le monde, sont le résultat de son œuvre, car en créant le temps, il créa une structure mathématique complexe, une énigme, une serrure dont je pense qu'il ne possédait ni la clé ni le code, car le temps est une création humaine, plus latente et chaotique que véritablement consciente. Comme ces poissons dans l'eau, nous voyons tout ce qui est matériel et les pierres, les algues, les autres poissons, mais nous ne pouvons percevoir l'essence même dans laquelle nous existons, tel un éther, car elle est partie intégrante de nous et de notre cosmologie humaine, non naturelle. Seconde. Voilà ce qu'est ma création, la vie d'un éphémère papillon, mais quels processus l'ont engendré et quel processus va-t-elle engendrer? À la plupart de ceux qui contemplent mon œuvre, mon style et mon langage déplaisent, ils le jugent volontairement alambiqué et compliqué, mais une structure est-elle faite de pièces identiques et uniformes? Une mosaïque attire-t-elle l'œil par sa monotonie? L'œuvre, telle qu'elle est créée, doit être ainsi. Beaucoup ne le comprendront pas, et cela ne leur est pas destiné. La langue et le style déterminent le seuil d'entrée dans le temple, c'est un billet d'accès à une cérémonie. Sans billet, nul n'entre jamais. Tu ne comprendras la beauté de ce temple, ses labyrinthes et ses voûtes, si tu n'en franchis le seuil. Oui, ce n'est pas simple,
mais la pierre philosophale se trouve-t-elle à chaque coin de rue? Dieu est-il accessible à chacun? Il faut pour cela traverser une initiation, et seule la volonté de connaître ce monde fera obtenir la connaissance éternelle et le code de l'univers. Les clés de la création ne sont pas offertes gratuitement, parfois, il faut payer de raison, parfois d'âme, parfois de génie, parfois de folie. Des centaines de milliers de grands hommes ont souhaité toucher à la vérité, mais elle les a privés de leur esprit et souvent de la vie, car ici sont approchés sans être préparés à ma plume, elle, permet à l'assoiffé d'éternité de boire sans crainte cette essence vivifiante, jaillie du cœur même de l'univers. Seconde. Elle est l'un des objets, éléments, atomes qui forment ensemble le tapis roulant d'un flux ininterrompu et nous, humains, y sommes portés, emportés par son courant vers les entrailles de l'infini, vers une distance inconcevable pour la vision. Tu peux courir dessus, tenter de revenir en arrière, espérant ralentir son mouvement, mais quelle sera sa vitesse? Elle restera inchangée. Seconde. Elle possède autant d'interprétations, d'explications et de définitions qu'il y a d'atomes dans l'univers, car elle est son atome métaphysique et artificiel. Il n'y a ni passé, ni avenir. La seconde, c'est notre vie, l'instant entre deux néants, un pont dressé entre deux abîmes, reposant lui aussi sur le vide. C'est ce vide qui contient la vérité. Le pont est une tentative de l'esprit de se sauver, en donnant explication et définition à tout, mais celui qui voit vraiment sait que la conscience est notre principal traître, menteur, qui cherche partout son intérêt. Elle nous limite de mille manières, tel un souverain médiocre, puis, élargissant un peu les frontières, nous offre ce qu'elle présente comme un miracle: la lunette, le microscope, l'horloge, etc. Tout cela, soi-disant plus grands dons de la conscience qui élargissent nos horizons, ne sont que misérables instruments, qui ne sont rien comparés aux véritables capacités humaines. Personne ne limite autant l'homme que lui-même. Pour lui, la plus grande énigme est l'univers, simplement parce qu'il ne peut tout y expliquer ni définir, il en cherche les moyens, sans se douter que ces moyens l'éloignent encore davantage de l'essence et du centre de la création. Seul l'acte métaphysique et l'inaction physique peuvent le rapprocher de la vérité.